Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Une semaine sur deux, nous explorons les nouveautés d'AWS des 2 dernières semaines. Dans cet épisode, on parlera d'Amazon Location Service, de Postgres 14 qui arrive sur RDS, de replication pour file system EFS. On parlera d'exfiltration des credentials EC2. Vous savez pas ce que c'est? Pas de souci, restez branchés, je vous explique tout de suite. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien, merci de nous écouter. Nous sommes disponibles, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, toutes les applis de podcast. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues. Et puis si vous faites de la route, si vous courez dans un parc ou en ville, si vous êtes sous la douche, passez une bonne journée, un bon week-end, un bon moment avec nous. 10-15 minutes pour faire le point sur les nouveautés AWS des 2 dernières semaines, avec une sélection qui est forcément biaisée, parce que des nouveautés, il y en a des dizaines et dizaines, et j'en retiens 6-7 pour un épisode de 15 minutes dans le podcast. Sans plus tarder, je commence avec Amazon Location Service. Vous savez, ce service qui vous permet de faire du guidage dans vos applications ou de localiser des objets sur des cartes et de représenter des cartes. On avait parlé d'Amazon Location Service dans le podcast. J'avais reçu le General Manager d'Amazon Location Service au moment du lancement de ce service. Si vous avez des fonctions de cartographie, de routage, de guidage dans vos applications mobiles ou web, jetez un coup d'œil à Amazon Location Service. Une petite nouveauté, ça va pas changer le monde, mais ça va simplifier la vie des développeurs qui l'utilisent. C'est le Matrix Routing. Vous utilisez Amazon Location Service, entre autres, pour fournir des services de guidage, comment aller d'un point A à un point B en fonction du trafic en temps réel à ce moment-là. Et souvent, vous nous disiez que vous voulez proposer plusieurs routes, plusieurs alternatives à vos drivers, à vos clients. Et que pour ce faire, vous devez appeler plusieurs fois l'API et nous devons faire plusieurs fois le calcul. Donc le Matrix Routing, qu'est-ce que c'est? Ça permet en un seul appel d'API de demander plusieurs routes à la fois, et quand je dis plusieurs, c'est vraiment un grand nombre, puisque on supporte jusqu'à 350 origines et 350 destinations. Donc ça fait 122 500 routes possibles que vous pourrez retrouver seulement en un seul appel d'API, ce qui va simplifier grandement votre code. Vous êtes nombreux à utiliser Postgres SQL, la base de données open source entièrement managée sur Amazon RDS. Manager, ça veut dire c'est nous qui provisionnons les instances, qui faisons les backups, qui faisons les installations des versions mineures et installons les patchs, etc. Vous avez juste à utiliser la base de données dans vos applications, et vous étiez nombreux à nous demander la disponibilité de Postgres SQL 14. Et bien voilà, Postgres SQL 14 est maintenant disponible sur Amazon RDS et sur Outpost également. Alors pourquoi est-ce que vous vouliez Postgres SQL 14? Il y a beaucoup d'améliorations de performance quand même, notamment sur les grandes tables, des queries en parallèle, tout ce qui est concurrence, toutes les applications qui font énormément de queries en parallèle sur la base de données. La possibilité de faire des tables partitionnées. Si vous avez beaucoup de données dans une table, vous pouvez maintenant partitionner votre table. Il y a le concept de nettoyage des données, le vacuuming, le Jekyll replication. Il y a aussi des améliorations dans la gestion des connexions sur les queries qui se durent vraiment longtemps, et puis parfois le timeout se déclenche côté client. Il y avait des petits soucis dans la gestion des connexions TCP qui sont corrigés maintenant, qui sont plus faciles à gérer pour vous côté code. Je vous rappelle qu'en plus de Postgres sur RDS, vous retrouverez également quelques extensions, notamment la fameuse PostGIS pour gérer les données géospatiales. Décidément, on reste dans le thème puisque je parlais d'Amazon Location Service juste avant. Il y a aussi pgcron qui est disponible pour faire du scheduling sur vos bases de données. Des possibilités d'import et d'export avec S3. Donc ça, ce sont des extensions, des plugins qui sont installés en standard sur Amazon RDS. Vous pouvez mettre à jour vos bases de données de plusieurs façons. Soit vous faites un upgrade in place, donc vous mettez à jour votre base de données existante. Il faut être sûr
sûr de son coup là, parce qu'on peut pas revenir en arrière, ou alors vous restaurez une nouvelle base de données 14 à partir d'un snapshot d'une version précédente, ou alors vous initiez une réplication avec PG Logical, l'extension, ou notre service AWS Data Migration Service qui permet de migrer les données au fil de l'eau, un one shot et puis le delta au fur et à mesure que la base de données source change. Donc ça vous donne plusieurs options de migration. Si vous déployez sur Postgres 14, sur Postgres aujourd'hui, si vous utilisez RDS, jetez un coup d'œil à la version 14, vous étiez nombreux à l'attendre. Amazon Elastic File System, c'est un service entièrement managé pour des file systems NFS, donc facile à monter depuis Linux ou depuis n'importe quel Unix d'ailleurs. Vous êtes très nombreux à utiliser EFS pour avoir des file systems partagés entre plusieurs instances EC2, ou avoir un file system persistant pour fonction lambda, puisque vous pouvez monter un file system EFS depuis une fonction lambda, ou des containers par exemple. Vous savez qu'avec EBS, c'est un volume attaché à une instance, donc vous ne pouvez pas le partager entre plusieurs instances. Avec EFS, vous pouvez, puisque c'est NFS qui est sous-jacent, vous pouvez avoir un file system partagé par plusieurs instances. Et vous étiez nombreux aussi à nous demander de pouvoir repliquer un file system d'une région à l'autre, voire d'un compte à l'autre. Pour des questions de compliance, c'est pas un backup puisque c'est une replication. Si vous effacez quelque chose sur le premier, il sera aussi effacé sur l'autre, mais ça vous permet d'avoir une copie read-only pour la reprise d'activité par exemple. Imaginez que vous ayez une catastrophe sur l'availability zone ou sur la région sur laquelle vous déployez, eh bien vous avez une copie de votre file system dans une autre région. On vous promet des recovery point objectives jusqu'à maximum 15 minutes, donc assez court quand même. C'est très facile à mettre en œuvre. Vous allez dans la console, il y a un nouvel onglet réplication, vous donnez la région de destination, ça doit être dans la même partition. Alors là c'est intéressant, c'est rare qu'on parle de partition. Les partitions, c'est le deuxième mot dans les ARN, vous savez, les resource notifiers, les ressources, la notification des ressources, ARN2.AWS. AWS c'est la partition. Il y a 3 partitions, AWS c'est celle que vous et moi on utilise. Il y a une partition dédiée pour la Chine puisqu'elle doit être complètement séparée pour des questions de régulation. Et puis il y a une partition pour le GovCloud, si vous savez, ces 2 ou 3 régions qui sont réservées à l'usage d'administration publique, donc des villes, des bibliothèques, n'importe quelle institution publique aux États-Unis. Donc réplication au sein de la même partition dans une autre région, peut-être dans un autre compte. Et puis en cas de catastrophe sur votre région initiale, à tout moment vous pouvez interrompre la réplication, et à partir du moment où vous interrompez la réplication, le file system de destination devient read-write et plus seulement read-only, et à partir de là vous pouvez le remonter sur les instances dans une autre région. Donc si pour des questions de disaster recovery, de continuité du métier, vous avez besoin de la réplication, jetez un coup d'œil sur la réplication d'Amazon Elastic File System qui est disponible un peu partout depuis le 25 janvier. Quand je dis un peu partout, c'est également en Europe avec Francfort, l'Irlande, Londres, Stockholm et bien sûr Paris. Les Panorama Appliances sont disponibles à l'achat sur Amazon.com, Amazon.fr. C'est quoi les Panorama Appliances ? Je vous avais écrit le blog de lancement des Panorama Appliances. C'est une appliance, donc c'est une boîte électronique. C'est de la taille de quoi ? C'est une demi-boîte à pizza, même un peu plus petit que ça, sur laquelle vous pouvez connecter vos caméras de surveillance IP dans un environnement industriel par exemple. Vous la connectez au réseau. Elle collecte les flux vidéo qui viennent de vos caméras IP, et depuis la console AWS, vous déployez sur l'appliance des modèles de vision assistée par ordinateur, donc des modèles que vous avez entraînés pour la vision, pour reconnaître des objets dans des images, et la reconnaissance des objets, donc l'appel au modèle se fait sur l'appliance elle-même, donc vous ne devez pas sortir les flux vidéo de votre environnement, de votre réseau, vous ne devez pas les envoyer dans le cloud. Tout le traitement des images se fait sur cette appliance qui après elle est connectée, elle peut générer des alertes CloudWatch par exemple avec les métadonnées, avec les données qu'elle a détectées. Ça vous permet de faire de la computer vision sans devoir envoyer des flux vidéo dans le cloud et en gardant vos images sur votre réseau. Donc cette appliance, avant il fallait la commander par la console AWS, maintenant vous pouvez aller simplement sur Amazon.fr et la commander là. Une fois que vous
l'avez, vous l'enregistrez dans votre compte AWS à partir de la console. Il faut une clé USB pour faire ça, parce qu'il y a une génération de certificats qui est installée au premier boot sur l'appliance, et puis à partir de là, vous faites tout le reste dans la console, la configuration des flux, des caméras, les adresses IP des caméras, et évidemment, envoyer vos modèles. Si vous êtes intéressé, je mets le lien dans les notes du podcast, du blog. Il est en anglais, mais vous n'aurez pas de mal à comprendre, j'en suis sûr, du blog que j'avais écrit au moment du lancement de Panorama. C'était en octobre l'année passée, 2020. Un nouveau service rejoint le Fritier. Le Fritier, vous savez, c'est cet espace gratuit où vous pouvez essayer les différents services AWS sans devoir payer. C'est Amazon DocumentDB. C'est une base de données orientée documents qui est compatible avec MongoDB, qui est hautement disponible, durable, entièrement gérée. Eh bien, à partir du 24 janvier, il y a maintenant un mois d'essai gratuit. Donc, si vous n'utilisez pas encore DocumentDB, vous pouvez l'essayer automatiquement. Vous avez jusqu'à 750 heures d'une instance T3 Medium. 750 heures, ça équivaut à une instance 24/24 pendant un mois, avec 30 mégas d'IO, 5 gigas de stockage et 5 gigas de backup, et tout ça pendant un mois. Vous pouvez aussi créer un cluster avec plusieurs T3 Medium. Ce qui est important là-dedans, c'est les 750 heures qui sont gratuites. Ça compte pas si vous utilisez une instance pendant tout le mois ou 2 instances pendant 2 semaines. Vous répartissez vos instances comme vous voulez sur ce quota de 750 heures gratuit. Donc si vous avez besoin d'une base de données compatible MongoDB et que vous voulez y jeter un coup d'œil et jouer un peu avec, vous pouvez le faire gratuitement maintenant sur Amazon DocumentDB. Puis dernière nouveauté de la semaine, Amazon GuardDuty. GuardDuty, c'est un service qui inspecte vos comptes et essaye de détecter des soucis de sécurité pour vous alerter en cas de problème de sécurité. GuardDuty s'améliore, c'est entièrement gratuit, vous n'avez rien à faire, rien à configurer, rien à payer en plus. C'est juste là depuis le 21 janvier. Il détecte maintenant l'utilisation d'instances, de credentials d'instances C2 en dehors de vos comptes. Alors là, ça mérite une petite explication. D'abord, c'est quoi un credential EC2? C'est quoi le risque dont on essaie de vous protéger là? Vous savez que si vous avez des instances EC2 qui accèdent à d'autres services comme S3, DynamoDB, vous avez une application qui tourne sur EC2 et cette application fait des appels à S3, à DynamoDB ou à d'autres choses. Cette application a besoin de credentials. Une credential, c'est un access key, une secret key, un peu comme un username et un password dans le monde AWS. Et le moyen le plus sécurisé de distribuer des access keys, secret keys à vos instances EC2, c'est d'attacher un rôle, donc un ensemble de permissions à votre instance EC2. Et sur les instances, il y a un service de métadonnées, donc une adresse IP locale uniquement accessible par cette instance-là, qui permet de retrouver une access key, secret key temporaire. C'est bien ça, sur les credentials EC2, ils sont temporaires, ils sont limités dans le temps, je crois que c'est 15 minutes par défaut, et ils sont limités dans les permissions également. C'est uniquement les permissions que vous avez mis dans le rôle que vous avez attaché à l'instance EC2, donc c'est très temporaire. Imaginez que votre application ait un bug, qui est une faille de XSS cross-scripting par exemple, qu'un acteur mal intentionné arrive à un peu contourner votre application, qu'elle soit web ou autre, et à prendre contrôle de cette instance. Eh bien, tous les process qui tournent sur cette instance peuvent appeler le metadata service et donc peuvent recevoir une access key, secret key, limitée dans le temps certes, mais si je contrôle la machine, je peux recommencer l'opération autant de fois que j'en ai besoin pour garder cet access key, secret key. Et donc, dans ces cas-là, imaginez que je sois la mauvaise personne qui ait réussi à compromettre votre instance. J'extrais une access key, secret key, et j'obtiens donc toutes les permissions qui sont associées à cette instance. Je peux peut-être aller lire ou écrire votre bucket S3 ou dans des bases de données DynamoDB ou faire d'autres choses en fonction des permissions que vous avez données à l'instance. Et donc, mon premier réflexe en tant que mauvaise personne, une fois que j'ai l'access key, secret key, je vais mettre ça sur mon laptop et je vais commencer à faire des appels d'API depuis mon laptop. Mais ça, on détecte déjà, nous, parce que du coup, l'adresse IP qui appelle l'API avec votre access key, secret key, c'est pas une adresse IP AWS. Et donc ça, c'est assez facile à détecter pour nous. Et depuis longtemps, GuardDuty était capable de générer des alertes pour dire attention, quelqu'un a volé des instances credentials de votre compte et les utilise en dehors d'AWS.
Mais du coup, comme je suis un mauvais acteur malin, je ne vais pas utiliser mon laptop pour faire ça. Je vais prendre un autre compte AWS que j'ai créé pour l'occasion et je vais utiliser votre Access Key Secret Key à partir d'un autre compte AWS. D'accord ? Là, vous me voyez venir. Comme c'est un autre compte AWS, c'est une adresse IP source AWS et donc pour nous, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Et donc, c'est ça qu'on a rajouté maintenant dans Amazon GuardDuty, c'est qu'il est capable de détecter l'utilisation d'instances credential EC2 à l'intérieur d'AWS, mais sur un compte qui ne vous appartient pas. Donc, qui n'est pas votre compte d'origine, évidemment, mais il y a plus de comptes que votre compte d'origine qui vous appartiennent. Il y a tous les comptes liés par des organisations. Et puis, GuardDuty est capable de collecter des menaces de sécurité sur un ensemble de comptes AWS qui ne sont pas nécessairement liés entre eux par des organisations non plus. Et donc, c'est ça qui était un peu difficile à implémenter et qui est possible maintenant. Donc, GuardDuty va vous lever une alerte quand il détecte que des EC2 Instance Credentials sont utilisés à partir d'un compte AWS qui n'a pas de lien avec vous. Allez lire le blog post, c'est en anglais. Je vous fais une démo complète dans ce blog post. Je vous montre comment extraire les credentials, comment les utiliser dans notre compte. C'était pas tellement le but du blog post, vous montrer comment faire ça, mais c'était surtout vous montrer comment Amazon GuardDuty réagit et le type d'alerte que vous allez recevoir. Je répète, c'est gratuit, il n'y a pas de supplément de coût, il faut activer GuardDuty. Je ne sais plus si GuardDuty est gratuit ou pas, je vous mettrai un lien dans les notes du podcast, tiens, j'irai vérifier juste après l'enregistrement, mais allez-y si vous l'utilisez déjà, il n'y a aucun coût supplémentaire pour cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est tout pour les nouveautés AWS des 2 dernières semaines que j'avais épinglées pour vous. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, je serai avec Amplitude. Amplitude, c'est un studio qui définit, qui design des jeux, notamment des jeux pour Sega. Si vous jouez sur Sega, vous connaissez probablement le jeu Humankind. Mais voilà, ce sont eux qui sont derrière ça et on parlera avec eux de l'infrastructure AWS qu'ils ont dans le cloud pour faire tourner ces jeux, du type de compétences qu'ils ont dû acquérir ou qu'ils avaient déjà, des choix technologiques qu'ils ont fait, histoire de vous inspirer. Amplitude Humankind, c'est la semaine prochaine dans le podcast AWS en français. Passez un très bon week-end, une très bonne semaine, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.